Le milliardaire Baba Dampulo, dans son affaire avec la FNB, entreprise bancaire se situant en Afrique du Sud, qu'est-ce que j'en pense? Suivons d'abord l'histoire. J'aimerais déjà commencer par faire un petit focus sur Baba Danpulo. D'après le classement Forbes, pour les pays d'Afrique subsaharienne francophone, les deux personnes les plus riches de ce classement sont deux Camerounais, Baba Danpulo et Paul Fokam, le banquier. Les deux ont une fortune estimée à peu près 1 milliard de dollars. Ce qui, il faut le reconnaître, est très peu comparé à leurs copains du secteur anglophone dans lequel on va retrouver des Nigérians comme Aliko Dangote, dont la fortune approche désormais les 20 milliards de dollars. Mais ça, je vous en parlais dans une autre vidéo. Baba Danpulo, c'est quelqu'un de très discret qui a pour formule magique de dire que l'argent, c'est comme les oiseaux. Quand vous faites du bruit, il s'en va. Il se trouve que malgré lui, il est aujourd'hui au cœur de l'attention parce qu'il a un problème majeur en Afrique du Sud. Baba Danpulo est l'un des acteurs économiques les plus importants du Cameroun qui a fait sa fortune dans plusieurs secteurs, parmi lesquels l'immobilier, l'agroalimentaire, le transport et même les télécommunications. Il est actionnaire à 30% chez Nextel, qui est le troisième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Mais Danpulo est beaucoup plus connu au Cameroun grâce à ses immenses plantations de thé de Ndawara dans la région du Nord-Ouest, lesquelles lui permettent d'exporter son thé à l'étranger. Il est d'ailleurs dit que la feu reine d'Angleterre était fan du thé sorti du Cameroun dans les plantations de Danpulo. Pour vous dire la qualité du thé produite par Danpulo. 20% de ce thé est consommé au Cameroun et 80% à l'étranger. Il s'est lancé dans la télécommunication, notamment en créant DBS, Danpulo Broadcasting System. Danpulo est aussi actionnaire au sein des compagnies publiques telles la Sodecoton, les aéroports du Cameroun, ADC, et il a d'ailleurs repris la filière thé de la Cameroon Tea Estate. Mais en dehors de tout ce qu'il a fait au Cameroun, une très grande partie de sa fortune lui vient de ses investissements au Nigeria, mais surtout en Afrique du Sud. Il possède énormément de biens immobiliers en France, en Suisse, mais surtout, comme je le disais, en Afrique du Sud. Il a tellement investi en Afrique du Sud qu'il est devenu le premier investisseur immobilier privé de tout le pays. Vous avez bien entendu. Baba Danpulo était le premier investisseur immobilier en Afrique du Sud. Pourquoi je dis était? Parce que justement, le scandale que nous allons étudier maintenant a grandement affecté son patrimoine immobilier. En réalité, tout commence en 2017, quand Baba Danpulo décide d'acquérir un immeuble en Afrique du Sud, l'immeuble qui avait en son sein la direction générale de Standard Bank. Il va donc pour cela rencontrer une banque pour acquérir ce bien-là. La banque en question, c'est la FNB, à qui il prête 21 milliards de francs CFA pour acquérir cet immeuble. Crédit qu'il doit rembourser sur 10 ans avec une mensualité de 400 millions de francs CFA par mois. Il rembourse donc normalement pendant les 3 premières années et en 2020, malheureusement, survient le Covid. Et à partir de là, bien évidemment, comme tout est fermé, ces activités ne tournent plus, notamment dans le domaine de l'immobilier, puisque les gens sont confinés. Eh bien, il commence à éprouver des difficultés pour rembourser sa banque. Et à partir de là, donc, ça va être le début du cauchemar. En 2020, la banque FNB va voir son management complètement changer. Et le nouveau management va être très strict avec Danpulo. Ils vont exiger de Danpulo qu'il puisse payer immédiatement et sans délai les 7 années de crédit restantes. Parce qu'ils estimaient d'après eux que les termes de remboursement n'étaient plus respectés, malgré le Covid. N'ayant pas obtenu dans les délais qu'ils souhaitaient l'argent qu'ils attendaient de Danpulo, ils vont saisir la justice en Afrique du Sud avec pour demande de saisir, tenez-vous tranquille, tous les biens immobiliers de Danpulo. Et c'est là que mon interrogation commence.
Pourquoi? Pour 21 milliards de francs CFA, on va saisir des biens qui valent plus de 500 milliards de francs CFA. Et le pire, c'est que la justice sud-africaine va accepter ça. Et voilà donc comment est-ce que le cauchemar de Dan Pullo va commencer, avec la banque FNB qui va commencer à brader les uns après les autres les immeubles, les malls de Dan Pullo en Afrique du Sud. Ces entreprises, même celles qui étaient dans le secteur de l'aérien parce qu'il avait une compagnie aérienne en Afrique du Sud, se retrouvent à être bradées les unes après les autres. Dan Pullo fait plusieurs appels, plusieurs recours, mais tout ceci, malheureusement, ne fait que ralentir les échéances, mais ne freine pas tout le mécanisme. Il se voit donc dépouillé, dépossédé de ses richesses, avec pour principal fautif un immeuble pour lequel il avait pris un crédit de 21 milliards de francs CFA. Je rappelle qu'il avait déjà remboursé pendant 3 ans et il restait 7 ans. Donc en réalité, il ne s'agissait même plus simplement de 21 milliards, mais de bien moins que ça. Mais au fond, si Dan Pullo a la fortune qu'il a, il devrait pouvoir solder une telle dette et ne pas voir tous ses avoirs être pris en otage. Eh bien, tenez-vous tranquille, il ne lui est pas permis de prendre de l'argent au Cameroun pour rembourser la banque en Afrique du Sud, d'après ce que sa partie annonce. On lui interdit de prendre de l'argent au Cameroun pour venir payer une dette en Afrique du Sud. Et donc, il est comme piégé. Il ne peut pas avoir accès à ses biens. Il ne peut pas prendre son argent ailleurs pour rembourser. Et la banque en Afrique du Sud continue de liquider ses biens. Et donc, bien évidemment, il crie au scandale. Il crie au scandale et comme c'est quelqu'un de très puissant, il fait recours à toutes les hautes personnalités qu'il connaît, parmi lesquelles le président sénégalais Macky Sall, qui essaye une médiation qui n'aboutit pas du tout. Dan Pullo, retranché comme un boxeur dans les cordes, décide de transporter le problème qui avait commencé en Afrique du Sud au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que le fonds qui tient cette banque a des investissements au Cameroun dans certaines sociétés majeures telles MTN, dans laquelle la banque tient plus de 13%. Dan Pullo se rapproche donc du président camerounais qui essaye une action vis-à-vis du président sud-africain. Les choses ne bougent pas et à partir de la vitesse supérieure, il obtient des tribunaux camerounais de geler les comptes. Tenez-vous tranquille. De MTN et de Chococam. Alors oui, c'est vrai qu'on peut se demander, mais quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'un litige qui a lieu en Afrique du Sud se retrouve à pénaliser des entreprises installées au Cameroun? C'est le seul moyen que Dan Pullo va trouver pour essayer de mettre la pression sur la banque sud-africaine qui bloque son argent. À ce jour, les pertes de Dan Pullo sont évaluées à plus de 300 milliards de francs CFA en Afrique du Sud, ce qui fait donc bien évidemment qu'il n'est plus l'homme le plus riche d'Afrique. Mais au-delà de ce titre, qui en réalité ne signifie pas forcément grand-chose pour lui, ce qui interroge, c'est la partialité de la justice sud-africaine. L'Afrique du Sud est connue pour être un grand pays de droit, un pays dans lequel les choses fonctionnent à peu près correctement. Comment expliquer donc que la justice puisse prendre des décisions qui semblent aussi peu logiques? Comment expliquer qu'une banque, la FNB, soit en train de vouloir mettre à genoux à terre un de ses investisseurs? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Est-ce que Dan Pullo a raison d'y voir de la xénophobie? Une volonté pour évincer le Camerounais, pour qu'il ne soit plus le magnat de l'immobilier dans ce pays et donc, de fait, le faire remplacer par quelqu'un d'autre? Les spéculations vont bon train dans toutes ces motivations. Dans tous les cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Dan Pullo a fait geler les comptes de ces entreprises avec pour actionnariat la banque au Cameroun, avec pour but de mettre la pression. Alors bien évidemment, ceci est fort dommageable parce que MTN a réagi en écrivant une note qui a fuité à la présidence de la République dans laquelle il disait « On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est concerné par ce problème-là, ça ne nous regarde en rien du tout et on ne peut pas venir saisir les avoirs de quelqu'un dans un autre pays au prétexte que dans un pays différent, il aurait eu des déboires avec un autre adversaire. » Dans tous les cas, MTN prévient et presque menace. Si les comptes ne sont pas débloqués, nous ne pourrons plus payer les salaires, mais nous ne pourrons plus garantir le réseau. Et MTN continue en disant « La situation sera catastrophique.
si nous ne pouvons plus garantir la sécurité et Internet au Cameroun. Parce qu'à ce moment-là, les populations n'auront plus de connexion et ça peut prendre des tournures que personne ne souhaite. Donc en gros, MTN fait comprendre que si on ne débloque pas leur compte bancaire, ils ne pourront plus payer leur personnel, quel personnel ne pourra plus travailler. Et donc à partir de là, le réseau MTN, qui est probablement le premier réseau au Cameroun, peut-être le deuxième, je ne sais pas trop, va être paralysé. Et on parle là donc de millions de Camerounais qui vont être du jour au lendemain coupés. Et avec toutes les sociétés et les sécurités qui sont alliées à ce réseau, ça va faire très très mal. Dans tous les cas, la position du milliardaire Dan Polo n'a pas changé pour le moment. On maintient le gel des comptes avec pour but de mettre la pression sur l'investisseur sud-africain pour qu'il revoie la manière avec laquelle il est en train de traiter Dan Polo en Afrique du Sud. Voilà donc la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que vous pensez que Dan Polo est fautif? Est-ce que vous pensez que c'est l'administration sud-africaine qui est derrière avec pour but de nuire à ce Camerounais qui fait du business en Afrique du Sud? Dans tous les cas, j'avoue que c'est chaud. Si même au niveau de Dan Polo, l'homme le plus puissant, le plus riche, on peut être victime de ce genre de malversation, qu'en est-il des petits contribuables? Qu'en est-il des petits contribuables? Voilà en tout cas la situation sur laquelle je veux vous entendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, pour moi, de cette affaire, ce que je peux dire, c'est que on a là deux grandes personnes, une personne morale et une personne physique. La personne morale est le prêteur de l'entreprise FNB et la personne physique, c'est M. Baba Dan Polo, l'emprunteur. Ce que je sais, c'est que lorsque quelqu'un veut effectuer un emprunt, il y a des clauses. Il y a un contrat qui se signe et de ce contrat, il y a des clauses. Et je vais prendre l'exemple où dans ce contrat, la clause était que si c'est que l'emprunteur ne respecte pas l'engagement, celui-ci va directement payer la totalité des mensualités, c'est-à-dire la totalité de l'argent qu'il doit à la banque. Ouais, un peu. Et on sait, suite à la pandémie du Covid, beaucoup d'activités ne marchaient pas. Par conséquent, on peut comprendre pourquoi peut-être l'entreprise ou bien peut-être M. Baba Dan Polo n'a pas pu verser les mensualités à la banque. Ce qui est un peu gênant, c'est que celui-ci, M. Baba Dan Polo, a décidé de prendre de l'argent ailleurs pour pouvoir pour pouvoir rembourser sa dette, puisque la banque l'a sommé. Il veut prendre l'argent ailleurs pour pouvoir rembourser ses dettes, mais on l'empêche. On veut que l'argent sorte de l'Afrique du Sud. Ouais, un peu. Il crie au secours. Macky Sall, Paul Biya, jusque-là, rien. Il décide de faire en sa manière, de rentrer dans son pays pour essayer de faire ce que l'Afrique du Sud est en train de faire. Parce que moi, je comprends, ce que moi je comprends derrière ça, c'est que l'Afrique du Sud a envie de l'évincer de son économie. C'est-à-dire de prendre tous ses biens. Et chose pas normale, ça c'est de l'injustice. Ça c'est de l'injustice. On ne peut pas comprendre que parce que tu n'as pas remboursé un emprunt, on te somme normalement, oui, mais on t'empêche de réaliser la sommation qu'on t'a fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On te somme que désormais vous allez payer les 7 années restantes, mais on refuse que tu payes. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. On refuse que tu payes les 7 années restantes. Maintenant, c'est quoi l'objectif? On comprend donc que l'objectif derrière ça, tout porte à croire que l'entreprise, la justice et par conséquent, le pays veut simplement mettre à côté M. Baba Dan Polo. Quand il décide de se rabattre vers son pays, c'est pour que son pays essaie de le protéger. Chose normale. Ouais, un peu. Chose normale. C'est quand même un grand investisseur
dans son pays en particulier et en Afrique en général. Vous voyez, et je pense qu'au Cameroun, il emploie plus de 10 000 personnes, plus de 10 000. Hein. Bon, donc, c'est important que l'État camerounais essaye de le protéger. C'est même un devoir pour eux parce qu'il aide le pays, le gouvernement dans ses activités. On voit un peu. Heureusement, lui, il a gain de cause au tribunal et il décide de geler les comptes de MTN et de Chococam. Peut-être c'est pas normal, je sais pas, je connais pas trop le droit. Peut-être c'est pas normal, mais je comprends derrière ça qu'il essaye de se défendre pour pouvoir récupérer ce qui lui est de droit au niveau de l'Afrique du Sud. Et sachant que ces entreprises-là sont sud-africaines, il essaye de mettre la pression de ce côté-là. Moi, je me dis, c'est juste une pression. Mais si jamais l'État sud-africain ne durcit toujours par rapport à son cas, je pense que ça deviendrait une affaire diplomatique. Et là, ce serait un peu difficile. Ce serait un peu difficile. C'est vrai qu'en diplomatie, il n'y a pas de petits pays. Il n'y a pas de petits pays en diplomatie. Mais ce sera un peu difficile. Et moi, je trouve même que ce sera bien parce que désormais, ce sont les États qui vont s'en occuper. Ce sera plus l'affaire de la banque et d'Ampolo, mais ce sera l'affaire Afrique du Sud, Cameroun. On va certainement aller dans une haute juridiction et vraiment le meilleur va l'emporter. Donc, le petit chantage que MTN est en train de faire, pour moi, c'est trop parler. Ouais, un peu. C'est trop parler. Même si c'est qu'ils emploient 10 millions de Camerounais, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si le gouvernement veut se fâcher, il demande à MTN de dégager, ils vont dégager. Donc, c'est un peu trop dit de vouloir faire le chantage à l'État camerounais. Non, c'est rien. Et on sait que quand les gens comme les Bolloré ont eu les problèmes au Cameroun, aussitôt, les présidents se sont déplacés pour venir au Cameroun. Donc, nous exhortons vraiment le gouvernement camerounais à prendre cette affaire en main. Nous exhortons le gouvernement camerounais à prendre cette affaire en main parce que c'est un gros investisseur qui est dans les problèmes. Et par conséquent, c'est le Cameroun qui est dans les problèmes. Faisons un peu comme les pays développés. Quand un Chinois a un problème, un grand investisseur chinois a un problème avec l'étranger, c'est la Chine qui est impactée. Quand un grand investisseur français a un problème avec un autre pays, c'est la France qui est impactée. Donc, franchement, nous exhortons le gouvernement camerounais à s'y pencher. C'est vrai qu'ils ont déjà commencé avec la justice, mais c'est une affaire à prendre à main. On est ensemble, soyons ensemble, vivons ensemble. C'était Gouané Fejo Cédric et Emilia Cédric et le Signator. Ciao, ciao. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. C'est le début du commencement.